attention à tenir les limites, mais sans les strictes limitations. Utiliser que dans l'éventualité d'un grande éventuelle de mise en place totale, le dynamique sécurité, lié à travers l'entraînement, pourra réfléchir peut-être à la tête d'air. Bref, cuisiner le puzzle n'a pas de solution. Plus dans ce point, sinon il leur faudra une bonne gare. Arbitrary definition number 3. The definition of the reference subdivision units designates a spatial grid that will allow the analysis of the system by the comparison. Step 2. And the classification. Step 3. Of distinguish. Step 1. Classes. À la stratigraphie plurifocale. Ça devient un focus pluralisé qui fonctionne d'un dimensionnel élu comme type. Là, je vous rassure, l'application sera juste au jour exclusivement. On a des strates qui sont émétisation parallèle à une phase divisant les bandes au portrait de celles qui viennent perpendiculairement adjointes. Ce qui donne pour prendre une microbe, en fait, le faciès et son surplomb opposable, délimité par 3 strata en 2 séquestrations parallèles. Et là, c'est une unité de genre commun avec le pavage étalé. C'est là l'instrument usageable de fouille anthroposale. C'est supérieur, je veux dire, c'est 27 polyèdres, bon suivi de la règle, qui est en fait une collation outrance. Donc vous avez des petits guides sur l'arrière des assises qui vous montrent comment les utiliser. C'est un peu complexe, ça se fait en 5 temps. Une facialisation du segment qui est parti. Je vous en prie, prenez place. Là, il y a le passage de jambes. Après, on se rassied pour être caché. Pour en arriver à compléter ça. Avancez, il y a la place aussi de l'autre côté. Et ceux qui veulent, il y a de la place au balcon. Et tout se fait fond dans les aptitudes où l'établir à intelliger le vecteur surface. Tout le monde est installé? Alors, je me présente, je suis le chimiste, donc invité par Paul-Jacques Gilbert pour présenter 3 artistes, enfin 3 chimères. Donc chimiste, en fait, le terme de lecture, donc on peut le prononcer à l'anglo-saxonne, donc chimiste qui signifiera donc le carillonneur en traduction littérale, celui qui joue des chimes, donc ça peut être la cloche, le glas, les rivières ou même une basique sonnerie. Ou alors, prononciation à la française, qui est donc le chimiste, donc celui qui s'occupe des matières et des modifications de la matière. Donc, moi, je serais un peu à mi-chemin entre les deux. Donc, je suis un personnage semi-fictionnel. Je me définis comme ça parce que je suis conscient de faire partie d'une fiction. Donc, ça me donne déjà un pas dans une réalité, du moins je l'espère. Je suis là pour donc, vous présenter une première pièce, donc, qui est l'œuvre du Dissecador Sacrificante. Un artiste complètement fictionnel, celui-là. Donc cette première pièce s'occupe de l'espatio, donc l'espace qui est ici un peu perçu comme un agent, un sujet avec lequel on entretient un dialogue. C'est un être actif, c'est pas juste quelque chose qu'on expérimente, mais quelque chose qu'on discute. Donc l'idée c'est de balancer ces chimères dans ce grand bac, la chaufferie. Donc la chaufferie s'occupe de porter à ébullition tout ça. Et moi je suis un peu un agitateur qui tente de voir comment vous vous appropriez les différentes chimères et comment, en les dissolvant, c'est un peu le problème, c'est que ces chimères vont disparaître. Donc cette pièce va être transformée en banc. Donc là c'est le premier banc de test, le banc d'étanchéité. Donc pour en revenir au Dissecador, le Dissecador, un personnage qui a de ça particulier, c'est c'est un personnage qui est effrayé par le monde, qu'il considère comme un espace. Et donc il s'est basé sur une anecdote. Le Dissecador, c'est lui qu'on voyait ici. C'est cet être, c'est lui l'auteur de cette pièce. Donc normalement il parle à l'intérieur du cube, en fait il est enfermé, mais moi je le reprojette pour que tout le monde puisse voir. Tout ça n'existe pas. Ça, c'est mon matériel en tant que chimiste. Voilà. L'anecdote fondamentale, c'est ça. Pour refaire un peu d'historique, en septembre 2008, a filmé ce scarabée, donc un Lucan cerf-volant, sur le sol de sa salle de bain. C'est une cabine de douche. Et il s'avérait qu'il l'a trouvé donc agonisant sur le dos. Il l'a remis sur ses pattes avec un bout de ce qui me semble être pas un bout de tasseau. L'hypothèse la plus juste semble être que c'est une goulotte à câble électrique. Mais ça reste à définir.
Et le remettant sur ses pattes à l'aide de cette goulotte, le scarabée donc évoluait dans la cabine et allait réescalader le mur pour voilà. Et il retombait. Systématiquement, donc c'est arrivé un certain nombre de fois. Le dissécador a commencé à se dire qu'il y avait là quelque chose, et donc il s'est lancé dans une espèce d'étude comme ça de comportement. Donc, il s'était dit qu'il y avait certainement donc, ce dieu projeté par ce scarabée qui était en attente. Il attendait sur le dos à l'agonie et il attendait qu'on le libère, quelque chose. Et donc le dissécador s'est dit qu'il y avait certainement ce dieu homomorphique, donc entomomorphique pour l'occasion, qui venait le sauver systématiquement, sur lequel il comptait intégralement. Mais ça n'expliquait pas vraiment pourquoi il évoluait comme ça dans l'espace. Pourquoi, une fois remis sur ses pattes, il n'arrivait pas à intégrer cette notion de gravité. Cette notion de l'espace, quand il y a une cloison, la gravité empêche de monter sur la cloison. Et donc il a commencé à produire ce qu'il appelle la féssie. C'est une prophétie à laquelle il a enlevé Metalapse Pro, donc c'est une féssie pour tout le monde, il n'y a pas de destinataire particulier, ce qui peut en fait revenir à une espèce de logorée à terme. Donc la féssie est basée sur la construction d'un exosquelette. Comment on se protège contre un monde qui peut-être se protège lui-même de nous. Il a produit donc cette pièce qui est il appelle ça le proposal. Proposal en anglais c'est proposal, la proposition. Mais c'est écrit comme un puzzle, un puzzle, donc puzzler en espagnol. Et c'est une espèce de monde clos dans lequel il vit. Cette pièce s'appelle donc prototype, proposal et prospecto. Donc il y a 3 parts. Donc le prototype c'est cette chose, donc la chose physique, donc ce qui permet de consulter le proposal. Donc vous voyez, on se déplace dans un monde réel en même temps qu'on se déplace dans un monde virtuel. Alors là, c'est pour ça que vous êtes cachés. Vous pouvez vous mettre sous les cloisons. Et donc voilà, donc ça permet de déambuler de manière, comme vous voyez, assez... On pousse. C'est de la chimie, quoi. Voilà. Donc, on déambule. On rentrera dans le détail de ce qu'on voit après. Ça, c'est le prototype. Donc on voit qu'il y a 2 parties. C'est cette boîte qui contient la projection du proposal et qui contient aussi ce qu'il appelle le prospecto. J'ai eu un peu de mal à décrypter, mais il semblerait que... Donc c'est cette parole qu'il donne, donc vous verrez après, mais il y a un espèce de trompe-l'œil, un oculus renversé, où on voit ce dissécador évoluer à l'intérieur du cube. Donc il semblerait que la logique, ce soit d'avoir produit son proposal, de s'être enfermé dans son proposal et d'y être resté éternellement, le prototype se fermant lui-même dans des boîtes et de vivre ainsi en autarcie. Il semblerait que ce soit la logique. Donc voilà, le prospecto, c'est pour le spectateur. C'est ce qui ferait lien à ce système qui est assez étanche. Donc vous verrez quand on écoutera un extrait tout à l'heure, ça reste assez complexe. Donc, pour revenir à la féssie. La féssie, c'est un ensemble de règles que, pour le coup, le dissécador a posées. Enfin, des règles, des interprétations de ce pourquoi le scarabée évolue de cette manière. Donc, il y a d'abord 3 définitions arbitraires, ensuite il y a 3 vérifications, et ensuite il y a 3 cuticules. Pour expliquer tout de suite, un exosquelette, c'est formé de 3 couches. Donc, il y a l'endocuticule, qui est la couche première, donc c'est une couche molle. Donc si vous voyez, par exemple, à l'échelle du prototype, c'est visible, donc c'est le bois, l'endocuticule. Ensuite, on a l'exocuticule, qui est la couche intermédiaire, donc qui est la colle, le ciment, qui permet de coller le carrelage, qui est pour le coup l'épicuticule, qui, elle, étanchéifie le tout. Donc là, on a le carrelage plus joint silicone. Ce motif sera repris, et il est pris à l'échelle de la féssie. Donc, endocuticule, ce sont les définitions arbitraires, exocuticule, les vérifications, et épicuticule, les cuticules. Un peu redondant, mais c'est comme ça que c'est écrit. Donc, la féssie, ça se présente comme ça. Arbitrary definition number 1. The orientation of the analyzed system designates markers that validate a statement on a space conception.
distinguishes the from right and left from right. C'est le premier volet, disons, des définitions arbitraires, donc c'est le niveau. Donc le niveau, pour aller trouver, il y a une phase qui correspond, donc je vous propose d'explorer ce monde en fonction donc, de cette fée-ci. Donc voilà, on va arriver. Donc la couche du niveau, alors où est-ce qu'elle est? Pardon. Elle est là-bas. On va y aller, on va y arriver. Voilà. Donc c'est la couche première. C'est l'anecdote fondamentale, c'est le Stung Beetle. Donc le Stung Beetle. Donc on voit que dans le proposal, il y a aussi le corpus, le corpus intégral de ce qui aide à créer. Donc ça, c'est Jean-Henri Fabre. C'est un grand lecteur de Jean-Henri Fabre, le dissecador. Jean-Henri Fabre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur du 19e. C'était un peu un pré-Painlevé, mais littéraire. C'était quelqu'un qui écrivait sur les insectes. On y lit des détails sur le comportement, notamment des bousiers. Donc il a commencé à se dire, on voit distinction corps-esprit. Il y a deux boîtes. Enfin, tête-corps et esprit dans tête. Et il a commencé à utiliser la tête du lucan cerf-volant de la première, de l'anecdote fondamentale, pour la mettre sur le corps d'un bousier. Donc un scarabée sacer, le scarabée sacré. En tout dernier, donc il a commencé à faire des assemblages physiques, comme ça, de différents scarabées pour trouver quel était le plus correspondant. Donc ce qui l'intéressait, c'est que le sacer, on le verra dans le pyramidion en haut, le sacer était perçu pendant très longtemps comme un animal qui s'auto-reproduit. Un animal semi-divin, parce que dans la pelote, vu que la pelote se forme sous terre, quelqu'un donc disait que, voilà, que ce scarabée donc, venait avec sa boule et qu'il se reproduisait seul, et qu'il n'y avait donc que des mâles chez les bousiers. Et donc il a fallu que Jean-Henri Fabre d'ailleurs arrive pour dire que non, pas du tout, qu'il y avait bien fécondation, mais que ça se faisait sous terre. Et aussi le fait que le scarabée, le bousier, s'alimente en permanence en fait, et défèque en permanence. Vu que le travail est assez hypermédia, en gros il mange les hypermédias et il ressort des hypermédias en permanence. C'est la manière dont fonctionne un peu ce dissecador. Donc voilà, donc ça c'est la couche du niveau, donc le niveau à bulles, qui permet de définir l'orientation du système spatial. Donc on le voit avec la chute du scarabée, le scarabée s'est dit, moi mon système spatial, le niveau, il est comme ça. Donc il essaie de grimper, et on verra pourquoi il tombe plus tard. La définition arbitraire numéro 2, on va y aller en marche arrière, sinon on peut y arriver. Voilà. Donc là, on est chez Khépri. On est sur la face de Khépri. Donc Khépri, le mieux pour le voir, c'est de pas être sur sa face. Donc, vous voyez, il vient de partir là. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc on va aller sur... faut que je tourne par là. Attention les yeux. Voilà. Ah, zut, je l'avais presque. Ah mais non, on n'est pas sur une très bonne face pour voir Khépri. Faut pas que je sois chez Kramer pour voir Khépri. Ah. Pas chez Reno non plus. Voilà. Donc là on voit Khépri, qui est descendu, qui est en train de sauver le scarabée. Donc vous voyez, il est en filaire, bleu, discret. Hop, il remonte. Donc on va retourner le voir. On va aller le voir de par chez Reno, c'est bien. Par chez Reno. Voilà, donc vous voyez, il est là. On voit ses pattes, au fond, à travers ce tic-tac-toe transparent. Donc ça, c'est la deuxième définition arbitraire. Voilà, on voit en dessous. La deuxième définition arbitraire, c'est les sangles. Sangles à cliquer. Donc, dans le langage du dissecador, on ne sait pas pourquoi, ça définit les dimensions dans l'espace. C'est comme ça qu'il pose de manière arbitraire les dimensions. Ensuite, donc, vient la troisième définition arbitraire, qui est le compas, qui pose les subdivisions de l'espace. Parce qu'évidemment, si on a un espace qui a une unité, on ne peut pas se déplacer dedans. On est toujours au bout et au début, et
ça n'arrive à rien. Donc le système de définition arbitraire a posé le minimum comme étant de 3, comme la grille du Morpion. Donc on reviendra plus tard pourquoi le tic-tac-toe est important. C'est un palliatif à des questions de doute. Grand lecteur de Cournot aussi, disait Cador. Donc l'origine des connaissances de Cournot. Il a basé tout son discours en fait en questions-réponses avec ce bouquin de Cournot. Aura Apollon, les hiéroglyphica, c'est des textes d'interprétation hiéroglyphique. C'est lui qui dit que le scarabée est un être autoreproductif. On a posé l'orientation du repère, les dimensions du repère, on a posé les subdivisions. Maintenant, on rentre donc dans la deuxième partie de la FESI, c'est-à-dire les vérifications. Donc, première vérification, ça se passe toujours chez Khepri, c'est le fil à plomb. Donc, en gros, on teste le niveau avec les sangles. On prend les dimensions, on fait tomber le fil à plomb à travers si l'orientation est bonne. Si c'est pas bon, et c'est pour ça que ça se passe comme ça, c'est qu'il y a un problème de fil à plomb. Donc il y a chute. On verra dans la cuticule comment on résout le problème de chute. Ensuite, on a le deuxième vérification, donc le cinquième point de la FESI, c'est le sang d'eau. On teste les sangles avec le compas, avec le sang d'eau. Donc en gros, on prend les dimensions, la subdivision, et on trace des lignes qui sont tendues. Si les lignes sont trop tendues, on a rupture du sang d'eau, ce qui va nous amener au fouet. Si on a sous tension, c'est mou, et c'est le flottement. C'est les deux risques. On verra comment on résout ce problème aussi. Donc ça n'a pas vraiment de face dans ce schéma. Et j'en passe. Est-ce que je vais y arriver par là? Donc le point 3 de la FESI, c'est point 3 de vérification, c'est l'été. Donc là, l'été, en gros, on vérifie l'orientation avec la subdivision en mettant des étais. Si ça ne marche pas, c'est l'ennui. Donc c'est pour ça qu'il a reconstitué la salle de bain de Robert Kramer dans Berlin 1090. C'est une caméra en rotation dans une salle de bain, la salle de bain de Robert Kramer. Donc il dit, je vais lire l'interview qu'elle a, donc il dit qu'il utilisait la salle de bain parce qu'elle était grande. Voilà, c'est le motif. Et il essaye de décrire une perception du monde. Donc je vais vous le faire écouter. I returned to a way of work that felt comfortable, interesting, right. It corresponded to the way I see fragments and pieces, and frequently led from one piece to another by association, both by chance and by being there at that moment, in that angle of vision, etc. The discovery of the pieces and the tension between them, like words in a sentence, like sentences against one another, like whole ideas colliding, corresponds also to the discovery of a place and a feeling, and another reason, almost like a story or a part of a story, a fragment of a story, a fact in the mosaic of facts. It is important in all this that the shots are not one shot, one feeling, idea, breath, fluid happening, but many pieces brought together by will. It is in the bringing together that the violence is done, and the obligation put to live it through also you, the watcher. These are leaps that have to be made. There is no way out. Time is like this, or rather perhaps time is continuous. We break its flow, we make it into this explosion of particles, leaps and bouncing between inside and outside. I hate gumming this all together. I hate this false fluidity. This appearance of it is happening, or it is flowing, or I just happen to be there.
strange white space. Television. No, it's just images of a world composed of tape played back. I should have ended up here. Possibility to film anywhere. And I thought I would use this as a sort of a locus, a focus for my plan séquence. For plan séquence of 1 hour, a continuous shot, and try to have the meanings explode from this one situation. But the situation that you could see is nothing compared to the situation that we were living, because we were bringing with us each a complete package of history, of subjectivity over these books, that while they had titles written across them, while you could say what the content of these books were, in fact the content was important, was what had filtered through us, and what the role that they had assumed. What does that mean? What does that mean? What is the truth of that? And since all of the scraped clean, it becomes a remarkable aesthetic object. Clear out areas and consciousness, deeper other consciousness, sense of being pulled down into this dense matrix of massive emotion, an unbearable desire to dissolve, to disappear, to just put one foot in front of the other. To draw it down. Physically like that. I was choked with it. I was suffocated by this sense of greatness, confidence in greatness. This idea of greatness is a killing, the same light and knowledge of greatness and culture in their eyes. It's another form of the authority. It says things must be this way. Smooth sailing. And authority. Not that kind of authority, but knowledge of the world. As it is. It is. Voilà, après il ne parle plus. Donc il y a plusieurs thèmes qui reviennent, il y a le thème du carroyage. Le thème du carroyage, et dans Berlin 1090, donc c'est assez étrange ce qu'a fait le Dissecador là, il a mis toute une succession de vidéos, il s'est monté son propre programme télé. Il y a des choses assez intéressantes, mais notamment le Rubik's Cube blanc, qui est à la fois très difficile et impossible à résoudre, et qui est un motif formel dont il a l'air de s'être inspiré pour la construction. Des choses comme ça, il y a le carroyage chez Carpenter dans Body Bags, et il y a surtout, ça, c'est bizarre, et il y a surtout la scène de Wargames avec le tic-tac-toe. Donc ça, c'est sur ce système de subdivision, de remplissage et de jeu avec le hasard. Donc le facteur Suerte a eu une importance un peu assez grande chez le Dissecador. C'est cette vision de Kepri, donc ce dieu anthropomorphique, le dieu du renouveau, donc c'est une version de Ra, c'est Kepri Ra, une version de Ra, le Ra du renouveau, le Ra du soleil levant, qui relance la machine, donc qui la met en boucle.
et qui est perçu comme un jeu de morpion dans lequel on ne gagne jamais si on sait y jouer, mais on ne perd jamais non plus. Et donc il y a cette scène de Wargames qui, pareil, a dû beaucoup teinter sa lecture, où un ordinateur, pour échapper à la guerre mondiale, on fait jouer un ordinateur au morpion, et il se rend compte qu'il vaut mieux ne pas jouer plutôt que de jouer à l'infini sans jamais pouvoir gagner. Donc c'est le sens de tout ce qu'on a vu là-haut chez Képri, notamment la pensée de Nicolas de Cuse, mais on en a fini avec les tais, donc on en a fini avec les vérifications. Maintenant on va passer au cuticule. Donc l'épicuticle, c'est qu'il s'est dit qu'il fallait d'abord poser, pour arrêter la régression dans le doute, poser des choses arbitrairement. Ensuite, on pose où apparaissent les problèmes et comment ils apparaissent, donc une méthode de dépistage des problèmes de la gravité. Et on finit par donc, le solutionnement. Donc là, on va aller chez Piero della Francesca, PDF. Et donc il a reconstitué donc, la flagellation du Christ, et pareil, il a une interprétation très bizarre. Donc le Christ a disparu. Il est remplacé par, donc, en cherchant sur des vidéos YouTube pour les mots-clés mandarame, donc aux Philippines c'est une flagellation en l'honneur du Christ jusqu'au sang. Le Good Friday au Mexique, pareil, flagellation jusqu'au sang. Et bizarrement, il a placé là aussi le Ashura, donc c'est chez les chiites. C'est en mémoire de l'imam Hossein, des 72 membres de sa famille qui ont été, pareil, massacrés. Donc, on se rend compte que c'est pas vraiment complètement une question chrétienne, son histoire, que c'est vraiment des persécutions pour la foi. Et là où on arrive au fouet, c'est, donc, je vous avais dit tout à l'heure, les sandos, vérification donc des dimensions du système, s'il lâche, il y a le fouet. Donc qui peut paraître être un problème, sauf que finalement, le dissécador pense qu'il faut préférer le fouet à l'inverse, c'est-à-dire au relâchement. Parce que le fouet, en fait, durcit la peau. Donc déjà, quand on tire sur les sandos, on se muscle. Il y a un endroit où il y a un petit bout de texte de Gene Sando, Gospel of Strength, qui est un texte assez drôle sur la validation de la création des sandos comme machine musculatoire, et qui est aussi dans un système un peu fermé comme ça. On verra peut-être tout à l'heure. Et donc, quand les sandos lâchent le fouet, trop de fouet permet de durcir et de fabriquer de l'exosquelette. C'est la théorie. Donc, on commence à fabriquer une croûte sur le dos et on fabrique de l'exosquelette. Donc, pour finir avec l'interprétation de PDF que fait le dissécador, c'est assez curieux. C'est qu'il lit cette fameuse énigme des trois personnages. Donc, d'après les positions, il dit que celui qui est comme ça, c'est en fait la sangle, c'est celui qui donne les dimensions de l'espace. C'est que des intrasquelettes, ils n'ont pas d'exosquelette, donc c'est des niveaux 1, ils n'ont pas encore résolu le problème. Le deuxième, celui qui est droit, c'est celui qui donne donc l'orientation du système, et celui qui est comme ça, c'est celui qui donne l'unité de subdivision. Alors après là, il y a un gros corpus. Alors, je pense que le dissécador a quelque chose à régler de ce côté-là. Gros corpus sur la flagellation. Donc ça va de l'abbé Boileau à Butley. Donc on a toute la littérature du 15e qui revient sur les flagellentes du 12e jusqu'à Psychopathia Sexualis qui commence à dire pour la première fois que peut-être il y a quelque chose d'autre dans la flagellation que de la pénitence mais que peut-être que les gens, il y a beaucoup de plaisir. Psychopathia Sexualis, qui a été écrit la même année qu'a été tourné L'enfant au fouet que vous voyez là-haut par Marais. Anecdote. Donc, voilà, ça c'était le fouet. Le fouet en tant que cuticule, c'est-à-dire une réaction à un risque. On choisit le fouet en tant que ça fait mal, mais que ça durcit. Une deuxième cuticule, c'est Jean-Pierre Reynaud, La maison. Alors donc là, il a une des cloisons, c'est donc le mur de la maison en destruction, donc qui est une hantise totale pour le dissécador. Et donc le mur de la maison se perçoit forcément de la face de la chute, ça va sans dire. Et donc la reproduction de la caméra qui filmait le Beatle, il a placé la tête de Reynaud, c'est un indice
la tête de Renault dans la caméra qui serait censée filmer la position du bitage initial. Je vous la passe, la qualité est un peu bizarre et le son a tendance à être J'ai décalé. vécu quelques mois dans ce lieu, c'était une expérience nouvelle pour moi. C'était pour vivre dans un lieu qui était privé, qui était privatif. Et là, j'ai constaté que je ne pourrais jamais m'adapter à un lieu, j'allais dire, entre guillemets, normal, c'est-à-dire à un habitat partagé, à des références qui venaient du monde extérieur, et brusquement, tout a chaviré d'un seul coup. J'ai senti qu'il fallait que je remette en question tout, une partie de mon existence en tous les cas. Je me suis dit, il faut déjà repartir sur, réapproprier le sens de mon corps, de ce que je suis, et j'ai fermé la porte, je me suis enfermé dans ce lieu. Au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que ça ne suffisait plus, qu'il y avait une sorte d'engrenage pour récupérer un peu cet espace, mon espace à moi. Et j'ai fait appel à un matériau qui était le carrelage. Ce carrelage blanc est quelque chose, je crois, qui fait partie vraiment de notre mémoire collective. On ne s'en rend pas compte, une architecture absolue, que ma vie va rentrer dans une autre définition. Et je fais cette expérience comme une expérience de laboratoire, où ma sensibilité est confrontée à ce matériau, car dans le fond, il est ce qu'on y met. Et je me rends compte que mes réactions sont toujours révélées par ce matériau. C'est-à-dire que je ne vois que ce matériau qui me renvoie à moi-même et nous avançons ensemble. Voilà, en gros, ce qu'on a dit. Et je prends la décision de fermer. Voilà. Donc il y a cette idée de s'enfermer volontairement, de se fabriquer un système clos. Tout était là un peu. Et donc ça, c'est la cuticule numéro 2. C'est la cuticule qui, en fait, on va densifier le système de subdivision, donc le laissant d'eau, jusqu'à ce que ça fasse un maillage suffisamment dense pour empêcher la chute. Donc c'est tellement subdiviser l'espace qu'il soit plus maîtrisable, mais qu'en même temps, ça fasse un espèce de filet de trapéziste. C'est assez analogique en fait, comme système de base. Et la toute dernière cuticule, donc on a vu qu'il y a plusieurs incarnats du dissécador ici identifiés à Kramer. Là-haut, c'était Dominique Loncuirassé aussi, chez les gens du fouet. Il y en a plein que je n'ai pas nommés, mais on fait un passage. Ça y est, je suis perdu. C'est par là. C'est par là, c'est par là. Donc là, c'est le dissécador lui-même, on voit. Donc on voit les schémas du prototype, on voit le dissécador en train d'enfiler sa tenue, et on voit tout le système d'expérimentation qui a été fait par le dissécador, comment il s'est identifié, comment est-ce qu'il a commencé à produire une espèce de performance qui dure pendant le moment où il coud son costume, des choses comme ça, qui pareil est un exosquelette en 3 couches, etc. Donc là, c'est la dernière couche, et c'est la couche qui est palliatif à l'ennui. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. À l'étai chez Kramer, le risque chez Kramer de l'étai, c'est que si les dimensions sont trop grandes, donc vérification des dimensions par la subdivision, si les dimensions sont trop grandes, l'étai ne sert à rien, ennui, ce qui est peut-être le pire des mots de la vérification. Et donc, voilà, on est dans le dernier. Et là, c'est le solutionnement à l'ennui. Et c'est donc la surproposition. C'est le cordeau et le cordeau. Surtrace des fausses dimensions. Donc en fait, on bypasse les sangles, on surtrace des fausses dimensions, quitte à ce qu'elles soient fausses. Donc on assume en fait de surgénérer des définitions arbitraires à la chaîne pour pallier à l'ennui. Donc ça, c'est la phase du sewer deep, tel qu'il s'appelle là, le dissécador, qui se donne un petit nom. Et donc c'est l'endroit où on voit ses influences. Donc le Blue Beetle, c'est un héros de DC Comics qui est né la même année que le dissécador et qui était à la base un héros, un archéologue anglais qui
comme le dissécador, il a trouvé un scarabée par terre, et le scarabée lui est monté sur le dos qu'on fouette, et ça l'a fait se transformer en Blue Beetle. C'est une espèce de super-héros, comme ça, protégé. Et il y a eu un petit reboot en 2006, puis en 2012, où c'est plus donc Korg, le premier Blue Beetle, donc l'archéologue. Ils ont essayé de faire une petite montée consommation par la communauté hispanique aux États-Unis. Donc c'est devenu un Jaime Reyes qui a trouvé le Blue Beetle. Donc voilà, ils ont essayé de vendre. Je ne crois pas que ça ait très bien fonctionné. Mais en tout cas, le dissécador, c'est une femme. Donc voilà, il y a d'autres bouquins, évidemment, il y a le terrier, pour aller avec Remo. Voilà, et donc là on le voit en train de travailler, en train de muter avec son filet de copre, comme il l'appelle, donc le filin de défécation perpétuelle en consommation d'hypomédia. Je montre, pour finir sur une note triste, on a retrouvé la vidéo une fois que Lucas a été sorti de la cabine de douche. Et une fois qu'on l'a sorti de cette cabine pour le remettre dans ce qu'on pensait être son milieu, c'est avéré que son milieu était en fait la cabine et qu'il est mort. Voilà. Je vous remercie. C'est un phénomène ennemi, mais pour le souci de présentation. Alors, inutile de dire que dans l'éventualité d'un rendre présent ou tiers dénué de mise en space distincte, le jumelage spectro-gesto, comme cette cheminée ascendant à l'entendement, trouvera quelque chose causé par la pleine d'air. Bref, le fuligineux du proposal n'a pas pour seule source la concordance des points, sinon leur trop grande mise en écart. Doom Regout Bloomery en étendard. On passe du hasard au random, le nom de la chance. C'est en fait en danse manichéenne que l'on se tirera. Par la mise en charge d'une intentionnalité qui fait dôme. À noter qu'une gerbe de levage pourrait être fière comparse à ce moment. Enfin, soit c'est cette mise en charge, soit c'est du moins une hiérarchisation du tricot, un sens pour en faire filade. Heathertail donc finira un qualitatif du proposal. On donnera trichotum à Manès en y joutant Mundus. Heathertail Overworld finalement. C'est le mythe du polyèdre à trois faces. La transcendance euclidienne ne donnant pas physique préance, il sera donc extrudé pour mise au cube. Donc là la chance ne se défait pas du ludo, hein. Et donc l'agonie devient challenge. Alors là, en revanche, la question de laisser au cube roulement de dés. Il sera fixé dans le sens unitaire, et le déplacement translatoire nous en laissera connaissance. De ce référent prospectant, le proposal dans sa simili-géométrie pourra être mis en gestion du spectant. C'est la naissance avec le préfixe associatif de ce formel premier que le stomacal